On va commencer, si ça vous va. Très bien. On commence. Alors, pour les participants qui sont avec nous, vous avez deux façons là d'interagir pendant les échanges qui vont avoir lieu. Un premier onglet questions qui vous permet de poser vos questions de manière anonyme, privée. Et donc, nous, on pourra les récolter et les poser de façon complètement anonyme. Et un chat qui vous permet de réagir ou de poser des questions de façon publique. Donc voilà, vous avez le choix, ou privé ou public, pour poser vos questions. Et si vous n'avez pas de questions et que vous avez juste envie d'interagir, de réagir, vous pouvez passer directement par le chat. Comme ça, on verra tous vos réponses. Voilà. Je vous donne la main. Merci beaucoup, Orphea. Merci beaucoup, Orphea, et merci beaucoup à tous. J'espère que vous m'entendez bien, que vous voyez mon écran également. Donc, bonjour à tous. Je vous demande juste de couper vos micros lors de ces échanges pour chaque participant. Donc, nous sommes très contents que vous soyez ici avec nous pour ce webinaire en direct. Je me présente d'abord. Je m'appelle Michael Carpio. Je suis CMO des Circeo et je suis accompagné aussi de mon collègue Laurent Clerc, qui est le président des Circeo. Bonjour Laurent. Bonjour Mireille, bonjour à tous. Et nous tenons également à remercier nos partenaires. Sans eux, ce webinaire n'est pas possible. Donc, merci beaucoup pour leur participation. Un grand merci à vous. Je présente donc Alexis Roquet, COO de Bridge, qui nous donnera un aperçu sa parole d'expert de la façon dont l'open banking révolutionne les financements particuliers aujourd'hui. Bonjour Alexis. Bonjour Mireille, bonjour à tous, je suis ravi d'être là. Merci bien. Je présente également Fabien Messanger, CMO de Namibia France, qui nous donnera aussi sa parole d'expert sur comment allier la conformité et l'expérience utilisateur lors des contrôles KYC à distance. Bonjour Fabien. Bonjour Mireille, bonjour tout le monde. Merci pour cette présentation. Je suis ravi d'être là aujourd'hui et de partager un petit peu ce que Namirial peut apporter avec son produit Neteos sur des solutions comme celle de Circeo. Merci bien, Fabien. Donc, ce que je propose maintenant, c'est qu'on passe directement au vif du sujet et que nous découvrions ensemble les clés pour un parcours des souscriptions des crédits digital réussi. Comme Orphea l'a mentionné avant, vous avez aussi à disposition un espace de chat sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions et que nous allons y répondre à la fin de la présentation. Donc, on y va. Donc, ça, c'est juste un aperçu des points clés que nous allons voir aujourd'hui lors de ces webinaires, en commençant par le contexte. On va voir aussi une promesse que l'on fait. On fera aussi une démonstration d'une solution qu'on a créée avec nos partenaires pour illustrer justement cette promesse. On passera pour faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu et puis ensuite on donnera juste un petit à propos de nous et on va répondre à vos questions, bien entendu. Alors, on commence avec un petit peu des contextes à ce niveau-là. Ce qu'on a constaté, c'est que faire du crédit devient de plus en plus difficile aujourd'hui. Le principal défi en matière d'octroi des crédits est de vraiment trouver un équilibre entre la nécessité de demander une quantité suffisante d'informations pour valider et pour évaluer correctement l'emprunteur, et aussi celle de mettre en place un parcours de souscription simplifié qui empêche l'abandon de l'utilisateur. Donc, on a ces deux niveaux-là et ce qu'on a constaté, c'est que les outils d'octroi aujourd'hui traditionnels deviennent de plus en plus risqués. Ainsi, il y a une évaluation précise de la solvabilité au moment de la demande, est un défi qui est bien connu dans le secteur du crédit, puisqu'à peu près 70 à 80% des demandeurs se voient souvent refusés directement par leurs
prêteurs traditionnels. Ces informations, on les prend des nombreux rapports qu'on a pu trouver en ligne. Les raisons de ces refus vont du fait, pour la plupart, que leur profil ne correspond pas vraiment à la politique des crédits du prêteur, comme par exemple des revenus insuffisants ou des remboursements des dettes qui n'ont pas été effectuées, à des problèmes avec des sources des données ou au fait de ne pas soumettre correctement les justements et les documents justificatifs, par exemple. Et donc, la qualité manuelle est incomplète. Des données traditionnellement utilisées par le prêteur rend souvent l'évaluation précise de la solvabilité. Les prêteurs aussi utilisent souvent des estimations statistiques simplistes pour établir un profil des dépenses qui est basé sur des facteurs tels que les structures du ménage, par exemple. Comme on peut voir dans cette figure ici, il est donc beaucoup plus difficile d'évaluer avec une précision la solvabilité d'un emprunteur, ce qui conduit à refuser des clients solvables. Ce qu'on peut constater aussi aujourd'hui en France, il y a de plus en plus des profils dits qui ne sont pas dans le système, donc des personnes qui sont indépendants ou en freelance ou qui ont des autres activités qui sont pas forcément en CDI et qui génèrent justement ce type de problèmes et qui les écartent de ces marchés d'avoir un accès à un crédit. Donc, comme on peut voir ici, il y a une incapacité de vérifier les actifs ou les garanties. Là, ce qui va nous intéresser beaucoup plus, c'est l'incapacité de vérifier des dettes, de vérifier aussi l'identité, l'incapacité de vérifier, de bien vérifier les revenus et les chiffres d'affaires, par exemple, ou d'estimer les coûts variables. Voilà. OK, maintenant on passe à l'importance de l'expérience utilisateur et d'une décision instantanée. Ce qu'on a pu voir selon plusieurs études, c'est que les délais moyens de traitement d'une demande de crédit en ligne est d'environ 10 jours, contre 15 jours pour une demande des crédits en agence. C'est évidemment un délai de traitement qui est trop long pour des crédits à la consommation. Il existe bien entendu plusieurs raisons pour lesquelles les banques ont un délai de traitement aussi long. Mais on constate que la plupart ont des processus très complexes et qui ont des limitations technologiques aussi, qui ne leur permettraient pas d'avoir une approche plus centrée sur les clients. Et c'est justement s'appuyer au fait que justement on essaie de ne pas avoir un parcours trop lourd, mais aussi en même temps de rester dans la réglementation et de rester conforme. Donc l'utilisation de ces outils modernes devrait permettre aux banques de faire l'analyse de solvabilité plus rapidement, d'avoir une meilleure expérience client et d'améliorer leur taux de conversion également. On passe à les enjeux de l'analyse des solvabilités et des risques. Compte tenu de la volatilité du climat économique aujourd'hui, de ces dernières années, par exemple, il est normal que les banques et des autres institutions financières et des crédits ressentent les besoins de protéger leurs actifs et d'augmenter leurs revenus en réduisant tout simplement le nombre de prêts qui risquent de ne pas être remboursés. Surtout si on considère que les outils sont souvent obsolètes.
ces outils d'évaluation sont souvent obsolètes et nécessitent d'être changés, voire d'utiliser des autres outils qui sont à disposition aujourd'hui, comme par exemple l'open banking. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que près d'un Français sur 4 ne peut pas couvrir ses dépenses essentielles. Ce qui cause, c'est que il y a de plus en plus des ménages en France qui essayent de boucler leur fin de mois en faisant des crédits. Ce qui génère, bien entendu, une hausse de demande, des demandes des crédits. Ce qu'on a constaté, c'est 43% sur un an. Et ça, il y a une hausse, bien entendu, due à ces faits, d'un risque de fraude. Alors, pour faire face justement à ces challenges, il y a des outils aujourd'hui qui permettent d'avoir un parcours de souscription simplifié en utilisant l'open banking. Ce qu'on a pu voir, c'est que 54% des établissements des crédits n'utilisent pas cette technologie aujourd'hui, surtout pour générer un score de crédit. 50% des établissements des crédits n'utilisent pas la technologie open banking pour évaluer les dépenses et la solvabilité. 50% des établissements des crédits n'utilisent pas ces technologies pour vérifier les revenus et 35% prévoient d'adopter des scores des crédits basés sur des données transactionnelles dans les 12 prochains mois. Et donc, on arrive à notre promesse. La promesse d'un parcours de souscription entièrement en ligne est possible aujourd'hui, tout en restant conforme et selon la réglementation avec des outils qui sont entièrement sécurisés également. Donc, il est possible de mettre en place un parcours de souscription crédit entièrement numérique grâce à ces technologies de pointe que nous allons voir lors de la présentation. Et aussi, une décision finale en temps réel, non conditionnel, est possible aujourd'hui grâce aux données transactionnelles de l'open banking qui sont utilisées pour une évaluation beaucoup plus précise du risque et de la solvabilité. D'accord? On passe directement à cette démonstration. Alors, juste pour donner un peu de contexte aussi, cette démo est un exemple que nous avons construit ensemble avec nos partenaires qui sont avec nous aujourd'hui, qui illustre un parcours de souscription des crédits 100% en ligne. D'accord? Il est aussi le résultat de nombreux échanges avec des dizaines de banques ou des spécialistes du crédit conso qui partagent plus ou moins les mêmes défis. Et cette solution a été conçue justement pour répondre à ces défis et pour vous montrer qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir un parcours simplifié, rapide, sécurisé et dans la réglementation. On passe directement à un début du parcours où l'on va voir la vidéo, voilà, où l'on va voir le début du parcours sur un navigateur. Il y a aussi une simulation des produits financiers. Le parcours commence à partir d'une sorte de pub que vous pouvez voir sur Internet et les prospects peuvent arriver directement sur la page de l'établissement de crédit pour commencer une demande. Il ne s'agit pas d'une application parce que ça aurait un impact direct sur les taux de conversion, mais tout simplement que les prospects peuvent accéder depuis leur navigateur habituel. La solution a été conçue pour être aussi responsive, donc, mais là, ce qu'on voit, c'est un exemple sur un téléphone mobile. Donc, la première étape, c'est, comme on peut voir ici, est de définir un type de projet, ainsi que le montant du crédit. Une vraie offre va être calculée et proposée plus tard lors de l'analyse de la solvabilité de l'emprunteur parce que pour le moment, c'est toutes les informations dont on a besoin pour passer à l'étape suivante. Donc, comme vous pouvez voir, c'est le choix du projet et plus le montant du crédit.
On passe à la prochaine étape. Avant de passer au formulaire de saisie des données personnelles, il y a notamment un écran des consentements où on demande, c'est des consentements du type opt-in. Pour la sélection des moyens souhaités des communications, c'est peut-être un SMS ou un email, ainsi que l'acceptation des conditions générales d'utilisation. Donc, cette étape est essentielle, il n'y a rien de nouveau, c'est pour être conforme face à la RGPD lors de notre parcours de souscription. Et puis ensuite, on passe à toute la partie des formulaires, la saisie des données sur des formulaires classiques. Mais la différence, c'est que nous avons limité le nombre de champs à saisir afin de justement alléger les processus. D'accord? On peut voir sur cet exemple 3 catégories des saisies, telles que des informations d'identité comme nom, prénom, date de naissance, lieu de naissance, etc. Des informations d'adresse et des contacts, et des situations et de la situation professionnelle aussi de l'emprunteur. Alors, ces champs ne sont pas non plus choisis par hasard. Ces champs et toutes les données qu'on va récolter, ils sont toutes nécessaires pour l'analyse de l'éligibilité d'abord et du risque. Par exemple, si on demande un lieu de naissance, c'est parce que justement, c'est pour des contrôles lors des appels à la Banque de France et d'autres listes, il est obligatoire de demander un lieu de naissance. Pareil pour une situation professionnelle, si la personne est au CV, on va demander quand est-ce que son CDD s'arrête, par exemple. D'accord? Donc tout ça fait partie des contrôles d'éligibilité et aussi des contrôles de risque. Après ces formulaires qui sont simplifiés, qui prennent pas beaucoup de temps à la saisie, on va avoir donc un écran informatif qui s'affiche avec tous les détails qui sont liés à la synchronisation des comptes bancaires. Cette étape est vraiment clé, car il est très important d'avoir un argumentaire clair et net qui montre les avantages d'une synchronisation bancaire de manière rassurante et didactique aussi. Par exemple, on peut mentionner, comme c'est illustré à l'écran, la simplicité de cette étape, d'accord, la sécurité et la rapidité, par exemple. D'accord. Bien entendu, cependant, il est possible aussi d'avoir un parcours classique si les emprunteurs ne sont pas adeptes à connecter leur compte bancaire. Mais ce parcours classique aura des impacts, notamment au niveau de la décision, et il y aura aussi des longs formulaires. Une combinaison avec les deux méthodes, c'est possible ici, mais ce n'est pas démontré dans ces thèmes. On passe à la partie bridge. Alexis. Merci Mireille. Donc comme disait Mireille, c'est une étape qui va être importante ici, puisque grâce à l'agrément qu'a Bridge, on va pouvoir se connecter avec l'accord de l'utilisateur évidemment, directement à ses comptes bancaires. On peut faire ça parce qu'on est établissement de paiement. Et en utilisant les API des banques, on va pouvoir récupérer grâce à Bridge l'ensemble des données financières du demandeur de crédit, que ce soit sur ses comptes courants ou ses comptes d'épargne, son livret A, ses assurances vie, connaître les prêts qu'il a en cours et du coup avoir une vue à 360 degrés sur toute la situation du demandeur de crédit. En plus de ça, on va pouvoir, pour chacune des transactions qu'on va détecter, la catégoriser, la rendre audible par n'importe quel outil pour vraiment être capable de connaître très précisément la façon dont le demandeur de crédit consomme, quel peut être son reste à vivre à la fin de chaque mois, et calculer derrière tous les KPIs nécessaires à avoir un scoring pertinent et précis. Mireille, si tu passes à juste la slide d'après, s'il te plaît. Qu'est-ce qui fait que ça va fonctionner ou pas? C'est de continuer à rester dans la même veine que le début du parcours, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui est très fluide et très facile.
on peut se dire que c'est une étape qui est critique du parcours et qui peut paraître très complexe. Il est donc extrêmement important que le demandeur de crédit soit rassuré, mais il faut aussi que tout se passe facilement. Pour ça, Bridge a développé un produit qui est aujourd'hui une UX qui est évidemment complètement responsive et qui est également très fluide et personnalisable. Ce qui permet de conserver le demandeur de crédit dans un environnement auquel il est habitué et en lequel il a confiance. L'autre point critique, c'est que évidemment, le demandeur de crédit ne doit pas s'y reprendre à plusieurs fois pour qu'on puisse récupérer ses données bancaires. Donc, il faut une stabilité du service qui soit exemplaire. Bridge en ça est absolument exemplaire en la matière puisqu'il synchronise chaque jour 8 millions de comptes bancaires et donc l'acteur open banking de référence en Europe du fait de ce volume-là. Un troisième point qui est extrêmement important, c'est que pour que le demandeur de crédit puisse synchroniser ses données bancaires, il faut que sa banque soit connectée. Et en ça encore, Bridge propose aujourd'hui une couverture bancaire et une disponibilité qui est parmi les plus grandes du marché. Et si tu passes encore, pardon, à la slide après. Donc, ce qui est très important là-dedans, c'est que si cette expérience open banking ne fonctionne pas, on va revenir, comme les Émirailles, à un système qui est manuel. Donc, la réception de pièces, la réception manuelle de pièces, la saisie manuelle de données, avec tous les risques que ça encourt. Donc, finalement, le plus de open banking, c'est que la récupération de données, comme on l'a dit, elle est fluide, et le traitement des données est extrêmement fin et automatique. Donc, on n'a plus à repasser sur des relevés PDF pour étudier la situation des demandeurs de crédit. On a une intégrité et conformité de la donnée qui est infalsifiable, puisqu'on est directement connecté au système technique des banques. Donc, on ne peut absolument pas falsifier les données qu'on va remonter à l'établissement ou au système qui va nous octroyer un crédit. Et évidemment, on a une réduction du temps de traitement qui est drastique, mais qui est quasiment réduite à néant, et les erreurs manuelles qui sont désormais impossibles. Donc, on arrive à continuer de rentrer dans cette veine qui est de dire qu'on réduit le temps d'octroi d'un crédit et qu'on facilite les démarches pour le demandeur de crédit, tout en fiabilisant le système, ce qui permet d'octroyer des crédits vraiment aux personnes à qui on a envie de l'octroyer, de ne pas manquer des affaires et de ne pas octroyer de crédit à des gens à qui on n'aurait pas forcément voulu en octroyer. Voilà, je sais que vous êtes assez expert en open banking parmi les participants, mais si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Alexis. OK, merci beaucoup pour ça. Ensuite, on passe directement à l'analyse de la demande en temps réel. Donc, Alexis a déjà mentionné quelques points qui sont clés aujourd'hui. Pour cet exemple, ce qui se passe, c'est qu'après la synchronisation du compte bancaire, l'emprunteur est renvoyé tout simplement à un écran d'attente. Et donc, la catégorisation et l'analyse des transactions sont effectuées. D'accord ? Toutes ces activités sont effectuées en arrière-plan, ainsi que l'exécution des tâches visant à déterminer la solvabilité. Après l'analyse de ces transactions, un écran s'affiche, comme vous pouvez voir ici, avec les résultats de la relecture des données relatives aux revenus et aux charges. Et l'emprunteur peut le modifier s'il estime qu'elles ne sont pas représentatives de sa situation, par exemple. Dans cet exemple-là, vous pouvez voir que l'emprunteur fait une modification dans ses charges, et ce qui génère justement une alerte qui se déclenche pour justement ajouter un document, un justificatif des revenus, qui va être demandé plus tard dans le parcours, attestant de cette modification. D'accord ? On passe directement ensuite, après la validation des revenus et des charges. Nous sommes bien sûr, donc, à cette étape-là, de faire des offres qui sont adaptées aux besoins de l'emprunteur. Ça, c'est très important parce que maintenant, on est capable de mettre en valeur justement cette analyse de solvabilité et de dire, OK, selon le budget de l'emprunteur, on est à 10 mois ou à 22 mois pour des sommes différentes, ce qui rentre complètement dans le budget de l'emprunteur directement. En termes d'analyse de la demande, il y a 3 catégories qui sont prises en compte.
sont prises en compte. Il y a l'analyse de la solvabilité. Donc, il y a des modèles qui sont exécutés pour comprendre le taux d'endettement maximum en prenant en compte le montant du crédit préalablement demandé. Il y a aussi une analyse de risque. Donc, il y a un modèle scoring qui a été développé par Circeo qui permet d'évaluer aussi le risque global et de prendre une décision finale. La conformité, donc il y a tous les contrôles de conformité qui sont également effectués à cette étape, tels que les interrogations à la Banque de France, la lutte contre le blanchiment d'argent, financement au terrorisme, PEP, etc. L'emprunteur donc est informé que sa demande a été acceptée et donc peut choisir parmi ces offres en tenant compte, comme je disais tout à l'heure, que le seuil de probabilité est approuvé, donc il est éligible à tous ces offres. Ensuite, on passe au cross-selling. J'ai oublié de mentionner aussi sur la slide précédente qu'il est tout à fait possible à cette étape aussi de faire un upselling, un downselling ou une contre-proposition aussi, dans les cas où l'emprunteur excède les 35% de taux d'endettement, par exemple. D'accord ? On passe au cross-selling, la sélection des assurances. Une fois que l'emprunteur a sélectionné l'offre, c'est le moment de proposer des assurances et éventuellement des services, s'il y en a. Et aussi, ça, ce n'est pas nouveau, mais ce qui change, c'est que il est aussi éligible en fonction du seuil du crédit approuvé à ces assurances. D'accord? Donc, ça ne dépasse pas son budget directement. Ensuite, on passe à la partie des Neteos. En effet, merci Mireille. On va arriver sur la partie vérification d'identité. Donc, comme on a pu le voir sur la petite démo, sur la petite vidéo, après avoir accepté toute une partie RGPD pour laquelle Neteos est complètement conforme, on va télécharger un document d'identité, que ce soit une carte d'identité, un passeport ou un titre de séjour. On va revenir sur cette partie après. Après avoir téléchargé son document d'identité, on va passer sur une partie reconnaissance faciale, donc qui est une partie vidéo qu'on a pu voir sur la petite démo. Et on va venir guider l'utilisateur sur la façon dont il doit s'y prendre pour que la vidéo soit de la meilleure qualité possible, et sur des éléments dynamiques qui vont permettre de prouver le vivant, de prouver que la personne est réelle et qu'on n'est pas en train d'utiliser une fausse vidéo, un masque ou tout un tas de techniques que certains fraudeurs pourraient utiliser. Et derrière, on va tout simplement avoir une partie audit où on va vérifier l'identité de la personne. Sur la slide suivante, je m'attarde un petit peu sur la partie vérification du document d'identité, où on se rend compte que grâce à l'intelligence artificielle, qui est vraiment le cœur de métier de Neteos, on va se baser sur 4 contrôles pour l'identification de ce document. Il y a une partie qualité, où notre moteur, nos outils vont permettre de détecter si le document est exploitable ou non. On ne se rend pas compte, mais parfois on a des documents d'identité qui sont un peu vieux et qui sont passés quelquefois dans les machines à laver. Et c'est parfois pas facile, et pour un humain, et donc pour une IA, de contrôler la qualité du document et de le lire. Une fois qu'on s'est assuré que le document était de bonne qualité, on va tout simplement analyser le type de document, s'assurer qu'il soit bien cohérent, et enfin s'assurer qu'il soit authentique et que ça ne soit pas un faux, bien sûr, puisqu'on est relié à tout un tas de bases qui nous permettent de détecter les faux documents. Une fois que ce document, donc là on est sur un timing de 3 à 6 secondes, c'est très très rapide, on va pouvoir comparer ce document d'identité avec la personne
qui est en train de demander son crédit, et donc contrôler le visage de l'utilisateur. Donc on est sur la step 2, sur la slide suivante. Et on va s'assurer que c'est bien une personne réelle et que les images sont authentiques. Pour faire ça, on demande, et on le voit avec les images à l'écran, on va demander à l'utilisateur de faire des brefs mouvements à droite, à gauche, pour garantir sa présence et se rendre compte que la personne est bien devant l'écran en train d'effectuer le parcours. Donc on lui demande de tourner sa tête à droite, puis à gauche pendant quelques secondes. C'est assez simple, c'est assez rapide, et à ce moment-là, la vérification est effectuée. La troisième étape suite à cela, c'est tout simplement attendre le résultat du petit audit qu'on est en train de mener. Et à ce moment-là, on a 3 niveaux d'automatisation qui sont différents. On est capable de faire ça 100% automatiquement grâce à l'intelligence artificielle. Si on a le moindre doute, il y a un filet de sécurité qui est un contrôle humain. Donc on a une cellule d'opérateurs qui sont basés chez nous en France et qui vont venir contrôler manuellement en cas de doute de l'intelligence artificielle. Ils vont venir vérifier l'identité de la personne. On peut aussi, dans certains cas, et sur certains parcours, avoir un contrôle qui est 100% manuel dans 100% des cas. Et c'est ce que demande notamment l'ANSSI dans le cadre des prestataires de vérification d'identité à distance. Là, c'est un petit spoiler, mais pour lequel Neteos sera bientôt certifié. Donc, effectivement, on a cette cellule anti-fraude qui sont des opérateurs humains qui sont formés par des gens issus des douanes, de la gendarmerie, qui sont des experts vraiment anti-fraude. Hein, c'est pour ça qu'on parle de cellules anti-fraude, et qui, en quelques minutes, vont être capables de repérer si on est dans le cadre d'un document réel et d'une vidéo réelle, ou dans le cadre d'un moindre doute, si on a affaire à un fraudeur. Voilà. Donc, à ce niveau-là, on vient s'assurer d'un côté qu'on a un parcours qui continue d'être fluide, comme l'expliquait Alexis tout à l'heure, et Mireille. On est vraiment dans la même logique, on essaie d'aller le plus vite possible et on ne laisse absolument aucune place au doute, et on vient combiner l'intelligence artificielle d'un côté et l'humain de l'autre pour s'assurer qu'en face, on a bien une personne réelle et légitime. Voilà. Ensuite, on va passer sur une partie téléchargement de pièces justificatives. Donc, une fois que l'identité a été vérifiée, on va être amené à demander certains documents dans le cadre du crédit, hein, que ce soit un avis d'imposition, que ce soit des justificatifs de revenus, etc. Nous, de notre côté, on est capable de lire tout un tas de documents, que ce soit des bulletins de salaire, des avis d'impôt, des factures, des échéanciers, des attestations, etc. On a une technologie propriétaire d'OCR, on va être capable de reconnaître les caractères de ces documents-là, de les analyser et de les traiter directement pour éviter une manipulation à la main manuelle. Voilà. Donc là encore, on a 4 niveaux de contrôle. On vient contrôler la qualité du document, comme je l'expliquais tout à l'heure, le type, la cohérence, l'authenticité, et on va être capable, encore une fois, grâce à l'intelligence artificielle, de détecter une éventuelle fraude documentaire. Donc, on vient faire appel à des bases externes. Voilà. Le cas échéant, ou en cas de doute sur la qualité du document, etc., il y a des messages personnalisés qui vont être adressés à l'utilisateur s'il y a une erreur de lecture du document, afin qu'il puisse recommencer, soumettre le document sous un autre format ou d'une meilleure qualité. On peut également envoyer des relances, faire des rappels, etc. À la fin de ça, on vient tout simplement contrôler la complétude du dossier et sa conformité. Ça nous amène à une dernière partie qui va tout simplement être la génération et la signature de l'alias contractuel, donc qui vient mêler les documents qu'on a pu soumettre et le contrat à proprement parler. Donc Circeo génère le contrat, l'utilisateur prend le temps de le visionner, de le télécharger éventuellement, et ensuite il va appliquer là-dessus une signature électronique. Une signature électronique, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est tout simplement un OTP SMS. Donc l'utilisateur reçoit un code sur son téléphone portable, il est capable de reproduire le code dans l'application comme on peut le voir sur la petite vidéo, et ensuite on obtient tout simplement une valeur légale et un dossier de preuve. Et là on arrive sur
finalement la signature du contrat et on peut poursuivre. Voilà. Je te laisse prendre la main, Mireille. Merci beaucoup. Merci, Fabien. Super. Donc, on arrive presque à la fin. Il y a justement une étape de finalisation et des contrôles qui se font avant le décaissement. Les clients peuvent voir un écran des confirmations, les contrats et les documents signés sont envoyés par email dans sa boîte de réception, ainsi que par exemple des identifiants pour créer un espace personnel, etc. Ça c'est vraiment le choix de la banque. Et lors de la finalisation du parcours de souscription, il y a, et vous le savez très bien, il y a une période de délai de rétractation de 14 ou 7 jours, selon le choix de l'emprunteur. Et ce délai est très important parce que il permet de faire des contrôles additionnels par les équipes de la banque et potentiellement de remettre en cause une offre qui a été proposée à l'emprunteur. Donc, elle peut faire valoir deux motifs pour se rétracter. Je parle de la banque et annuler ainsi une offre de prêt. Donc, le premier motif, c'est que le souscripteur a manqué de sincérité lors du montage d'un dossier qui a un risque de fraude ou qui n'a pas communiqué des informations importantes exerçant une influence sur sa situation et par conséquent sur l'offre en question. D'accord. De ce fait, le contrat peut être invalidé du côté de la banque et c'est pour ça que cette période de délai de rétractation est très importante pour effectuer des analyses supplémentaires par des humains en cas de fraude ou en cas juste des audits, par exemple. Si rien est signalé, la banque procède directement au décaissement de fonds et à l'ouverture d'un compte crédit. Donc voilà, on est arrivé à la fin du parcours de souscription. Vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps. C'était un parcours de souscription simplifié, sécurisé, qui respecte la réglementation et qui donne pourtant une décision ferme sur la demande des crédits. Il n'y a pas vraiment des coupures très importantes au niveau du parcours, ce qui fluidifie les choses et améliore aussi les taux de conversion. D'accord ? Donc, ce que on peut voir maintenant, c'est juste une synthèse rapide de toutes les étapes de souscription et les clés, justement, d'un parcours de souscription des crédits digital réussi. Donc, ce qu'on peut voir, c'est justement une simulation. Lors de la simulation, il y a une offre personnalisée aux besoins de l'emprunteur. C'est des offres qui sont adaptées vraiment à la solvabilité et qui rentrent dans son budget. Il est possible aussi de faire une tarification en fonction du risque. Aussi, dans la partie des saisies des données et formulaires, vous avez vu, les formulaires sont simplifiés, sont clairs, sont concis et sont automatisés aussi. Et on va demander justement que les données qui sont nécessaires pour l'analyse de risque. Okay. La proposition d'un parcours express est très importante avec l'open banking. Et on passe directement à tout ce qui est la synchronisation bancaire, où on a vu un onboarding de façon rassurante et didactique. Très important d'avoir un argumentaire didactique qui explique les avantages de cette synchronisation bancaire. C'est une expérience aussi qui est sans couture et personnalisée. Et il y a un enrichissement des données bancaires aussi en temps réel pour la prise de décision. Si on passe ensuite à l'analyse de la demande, on a vu une analyse de la solvabilité et du risque de l'emprunteur.
basé sur des données transactionnelles et pas sur des méthodes classiques sociodémographiques. Des vérifications des banques de France et tous les autres vérifications des conformités et donner une décision ferme. D'accord. Pour la sélection de l'offre, c'est vraiment la proposition de l'offre selon la solvabilité de l'emprunteur, la possibilité de faire un downselling, un upselling, une contre-proposition, et ensuite passer à tout ce qui est le cross-selling, selon nos discussions avec des dizaines de banques. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que la vente des assurances est vraiment un aspect clé pour générer des revenus pour les banques. Donc ça, c'est une partie essentielle aussi. Et plus essentiel aussi si ces assurances rentrent directement dans le budget de l'emprunteur qu'il va les prendre. Ensuite, on passe au KYC à distance. On a pu voir l'analyse de l'identité avec une reconnaissance faciale et aussi une détection du vivant en temps réel. Tout le parcours est automatisé et il y a un niveau de garantie et fiabilité de PVID. En termes de pièces justificatives, on a vu le téléchargement des pièces dans un espace personnel sécurisé. Il y a une notarisation aussi de ces documents. Il y a une détection des fraudes documentaires et du contrôle aussi de la complétude et la conformité de ces dossiers. Et enfin, on passe à la signature électronique de la liasse contractuelle, valeur légale, ok, ça on l'a déjà vu. Pour la finalisation du dossier, on a toutes les opérations de finalisation du dossier, plus le délai de rétractation pour faire justement des contrôles avant le décaissement, des analyses et des vérifications supplémentaires par les équipes de la banque. Et si tout marche, on fait directement un décaissement. Donc voilà pour la synthèse. On va passer directement à nous présenter, à parler un petit peu de Neteos, s'il te plaît. Oui, merci. Juste pour clarifier un tout petit point sur de la slide d'avant, le KYC Oui. est effectivement effectué par alors c'est même encore avant, par un prestataire qui Oui. va très bientôt être certifié PVID, hein, donc prestataire de vérification d'identité à distance. Par contre, le parcours dont nous avons parlé tout à l'heure n'est pas celui qui est demandé par la certification, qui est très complexe et beaucoup plus long. Et là, on a préféré travailler avec un parcours qui vient encore une fois favoriser l'expérience utilisateur dans le but d'optimiser les taux de conversion. C'est important à préciser. Par contre, effectivement, tout ceci est géré par un prestataire de confiance. Pour en revenir à la présentation de Neteos, vous l'avez compris, hein, nous sommes donc une plateforme d'onboarding à distance. Notre métier, vraiment, c'est de lutter contre la fraude grâce à une combinaison de l'intelligence artificielle d'un côté et de l'humain de l'autre. Donc, j'ai déjà insisté sur ce point tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Plus globalement, donc Neteos, c'est une société qui existe depuis 20 ans, bientôt, 20 ans en avril prochain. Et en fait, on a été racheté il y a 2 ans par un gros groupe européen qui s'appelle Namirial, et aujourd'hui, on est vraiment considéré comme le centre d'excellence d'intelligence artificielle du groupe Namirial. C'est vraiment notre cœur de métier, et on se spécialise vraiment dans la vérification d'identité, le contrôle documentaire et la signature électronique. Quand on regarde le parcours qu'on a vu tout à l'heure, et on s'en rend compte, hein, on a voire la meilleure expérience client du marché sur la partie face matching notamment, hein, qui est toute la partie vidéo qu'on a pu voir tout à l'heure. On est en conformité totale avec la réglementation, évidemment, et grâce à cette combinaison de l'IA et de l'humain qui intervient en filet de sécurité, on a vraiment une lutte contre la fraude qui est totale. Et d'ailleurs, Neteos, au début de son existence, était spécialisé en cybersécurité, donc on a vraiment la sécurité en ADN depuis 2004. C'est très important de le préciser, et je pense que ça vient rapporter, beaucoup de confiance.
Je rappelle un petit peu les bénéfices d'une solution comme la nôtre. Détection de la fraude, évidemment. Accessibilité totale. Tout est embarqué dans Circeo. Tout est accessible 100% web. Pas de téléchargement d'application ou quoi que ce soit. Toujours dans le but d'optimiser l'expérience utilisateur et de ne pas perdre en taux de conversion. Un gain de temps optimisé, une réduction des coûts, évidemment. Différents niveaux d'automatisation. Et surtout, et c'est vraiment le maître mot, je pense, aujourd'hui aussi, que ce soit avec Circeo et que ce soit avec Bridge, une expérience utilisateur qui est vraiment optimisée. Voilà. Merci Mireille. Merci Fabien. À propos de Bridge, Alexis, on t'écoute. Avec plaisir. Donc en effet, il y a une optimisation du parcours, de l'UX, la responsabilité, etc. Il y a aussi la sécurité et la fiabilité technique du partenaire. Bridge, nous, on est un établissement de paiement. On est en fait le premier acteur en Europe à avoir eu cet agrément d'établissement de paiement, puisqu'on a d'abord eu un travail d'affaires publiques avec la Commission européenne, avec la CPR extrêmement fin, d'abord sur la DSP2, puis aujourd'hui sur la DSP3 et les futurs règlements qui arrivent. Et donc Bridge, c'est un pionnier de l'open banking et c'est un acteur qui est extrêmement intégré dans l'écosystème également réglementaire. Aujourd'hui, on a le droit de faire deux choses avec Bridge. Une chose qui est l'agrégation bancaire et autre chose qui est de l'initiation de virement bancaire pour rendre le virement bancaire aussi simple qu'un paiement par carte bleue. Pour l'agrégation bancaire qui nous intéresse ici, je l'ai déjà dit, mais on synchronise chaque jour plus de 8 millions de comptes bancaires grâce à nos connexions bancaires, que ce soit des comptes courants ou tout autre type de compte. Et on a également mis en point depuis ces 12 dernières années un algorithme de catégorisation qui permet de catégoriser de façon native 98% des transactions que l'on détecte. Et ça, c'est unique de par la masse de comptes qu'on peut avoir de connectés en permanence. On est une société qui est aussi adossée au groupe BPCE et Truffer Capital depuis 1 an, auprès de qui on a pu lever des fonds. L'open banking dans le crédit, et je peux commencer peut-être à répondre très rapidement à la question qui a été posée, c'est de plus en plus utilisé et c'est de plus en plus utilisé pour différents types de crédits, que ce soit crédit à la consommation ou autre type de crédit, avec des scorings qui sont faits à la volée, comme l'a montré cette expérience-là, avec des expériences qui permettent d'être extrêmement courtes, extrêmement fluides, très efficaces et fiables, et également aussi avec des scorings à froid, c'est-à-dire avec une visibilité sur les comptes bancaires en continu, qui permettent d'adapter l'éligibilité de chacun des profils à certains types de crédits et d'adapter, comme le disait Mireille également, les taux proposés, les assurances proposées. Et en combinant ça avec différents outils du marché comme la Neteos ou Circeo, on peut développer des process et des parcours qui sont exemplaires. Merci beaucoup, Alexis. Ok, et juste à propos des Circeo, donc nous sommes l'éditeur d'une plateforme de gestion des crédits et des listings aussi qui s'appelle The Loan Factory. Circeo a été créé en 2014. Nous avons pour but d'aider les banques vraiment à utiliser la technologie pour résoudre des problèmes des crédits complexes. Donc nous, notre mission, c'est vraiment d'accompagner les institutions financières, les services financiers, les banques, les spécialistes des crédits et tout autre acteur dans l'industrie de financement à passer vraiment à faire une transition vers la transformation digitale. D'accord? Donc on propose cette plateforme de gestion des crédits qui est basée sur le cloud et qui permettent justement d'améliorer leur processus, d'accord, et leurs activités aussi, en mettant un accent sur la sécurité et ses opérations. Juste pour donner quelques détails sur la plateforme, tous les produits sont couverts. On est basé sur le IBM Cloud for Financial Services. On a aussi un ISO 27001 depuis 2019. La plateforme est multi-pays, multi-réglementation, etc. C'est une solution aussi qui est end-to-end. Donc, la plateforme peut gérer tous les cycles de vie d'un crédit.
Et aussi, on a été choisi par des grands acteurs aujourd'hui en France et en Europe. Ce qui est important aussi à dire, c'est que la plateforme a été conçue de manière justement d'intégrer directement des partenaires ou des solutions innovantes qui vont venir enrichir notre offre, notamment Bridge et Neteos, qui vont nous permettre justement à faire des intégrations avec des experts de leur métier. Et tous ces parcours que vous avez vus, ce ne serait pas possible de le faire aujourd'hui sans avoir une plateforme ouverte qui intègre les meilleures solutions de marché aujourd'hui et que aussi sont disponibles sur étagère. Donc, si on fait affaire à des banques, il y a les services des Neteos, les services des Bridge sont déjà disponibles à leur consommation. Ils sont déjà intégrés à notre solution et on est très fiers. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Je propose qu'on passe directement aux questions. Si on a quelques minutes en plus. Oui, on a eu des questions du coup. Alors, une première à laquelle tu as répondu déjà, et de seconde qui est quels sont les organismes de crédit qui utilisent le parcours 100% digital à ce jour en France et en Europe? Je peux répondre à cette question si vous souhaitez. Alors, on ne prétend pas connaître les parcours de l'ensemble des banques en Europe. On connaît les banques qui utilisent ou qui ont utilisé avec nous des parcours de ce type. Par exemple, en France, on peut citer Franc Finance ou la Banque Postale Consumer Finance qui proposent des parcours inspirés. Alors, la démo qu'on vous a montrée aujourd'hui, que mon collègue vous a montré, c'est une démo construite, on va dire, c'est un parcours modèle. Aucune banque ne l'utilise stricto sensu tel qu'il est. C'est-à-dire que chaque banque va apporter, bien évidemment, son design pour les écrans, mais surtout des modifications et malheureusement toujours dans un sens de complexification du parcours, mais inspiré par ce qu'on vous a montré. En fait, on vous a montré ce à quoi on peut parvenir dans l'absolu. Dans la réalité, malheureusement, nos clients, et je pense que c'est la même chose pour nos éventuels concurrents, nos clients ont plutôt tendance à vouloir ajouter des étapes supplémentaires et qui conduisent à perdre un peu un peu d'efficacité, un peu de simplicité et à ne pas bénéficier à 100% de ces avantages. Mais malgré tout, vous pouvez aller chez Franc Finance, vous pouvez aller à la Banque Postale, Consumer Finance pour une demande de crédit conso. Vous aurez accès à un parcours de ce type. Merci beaucoup, Laurent. On a reçu une nouvelle question qui est comment fonctionne le pricing de ces solutions? Alors, je vais me permettre de m'expliquer au nom des trois partenaires qui sont là, puisqu'on a travaillé ensemble sur ça. Donc, le pricing de l'ensemble de nos sociétés est classique, suit un modèle SaaS classique, qu'on appelle ça Software as a Service. Donc, en fait, essentiellement, c'est un coût à l'utilisation. D'accord? Donc, en nombre de transactions, nombre de demandes, nombre d'appels open banking, nombre d'appels au service KYC, par exemple, de Neteos, nombre d'appels au service de signature électronique. Donc, c'est essentiellement un coût d'usage avec un coût de setup initial qui peut être très réduit, qui sera d'autant plus réduit qu'on restera proche de ce qu'on propose. Évidemment, plus la personnalisation requise sera importante, plus le coût de setup le sera. Mais ensuite, c'est un coût d'usage qui est quasi exclusivement, voire exclusivement basé sur l'utilisation. D'accord. Corrigez-moi, Fabien et Alexis, si j'ai mal porté la parole de la tarification de vos entreprises, mais il me semble que c'est bien ça. C'était parfait, Laurent. Tu m'enlèves les mots de la bouche, Fabien. Non. Merci. Eh bien, on n'a pas d'autres questions. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent peut-être poser maintenant leurs questions ou dans le chat ou dans l'onglet questions, si vous voulez que ce soit anonyme? N'hésitez pas. Moi, j'avais une question pour Laurent aussi.
je sais pas, à un moment, on a eu des échanges aussi avec des banques, avec plusieurs banques déjà, sur le taux d'acceptation de parcours Open Banking en France. Est-ce que tu te rappelles à peu près à combien c'était? Parce que selon les pays, c'est complètement différent. Il y a des pays qui ont adopté la technologie plus rapidement. Alors, c'est très difficile. Je pense que c'est plus nos amis de Bridge qui peuvent avoir des chiffres. Enfin, nous, les derniers chiffres qu'on a vus, il semblerait que un peu plus, aujourd'hui en France, un peu plus d'un demandeur de crédit sur 2 accepte de passer par l'open banking. Donc, c'est vrai qu'il y a une certaine réticence qui est due à une peur que, oh là là, on va pirater mon compte bancaire si je le connecte. Hein, c'est très naturel. Ce qu'on constate, c'est que le taux d'acceptation ou d'adoption augmente avec le temps. Et comme tu l'as bien dit, on a des voisins européens qui sont un peu plus avancés que nous, qui ont commencé plus tôt, dans lesquels beaucoup plus de banques ont adopté on propose ces méthodes à leurs clients qu'en France, comme l'Espagne par exemple, où là, je crois ils ont largement passé les 2/3, voire les 3/4 d'adoption. C'est-à-dire qu'il reste en gros que les personnes les plus réticentes face à ce genre de c'est assez lié à l'âge, je crois. Donc les vieux comme moi ont plus de réticence à dévoiler à connecter leur compte bancaire, alors que pour les jeunes comme vous, qui sont habitués à partager beaucoup de choses sur le net, il y a beaucoup moins de problèmes. Je ne sais pas, Alexis, si tu as des chiffres plus récents, plus précis, sans doute. Alors, évidemment, comme toute innovation, il y a des craintes vis-à-vis de ces innovations. Et comme on parle en plus de données financières, de données bancaires, les craintes peuvent être tout à fait normales. Plusieurs réponses à ça. D'abord, le parcours. On en a beaucoup parlé aujourd'hui. Le parcours d'onboarding, la rassurance qu'il peut y avoir sur ce parcours, les éléments qui vont apparaître sur ce parcours vont permettre d'inciter l'utilisateur à partager ses identifiants bancaires. D'abord, c'est une première chose, c'est que on n'est pas prêt, et c'est vrai pour n'importe qui et n'importe quel pays en Europe, à donner ses données financières à n'importe qui. Donc, il y a une vraie stabilité. Lorsqu'on a lancé il y a 12 ans le service d'open banking et lorsqu'on a lancé également les premières activités de crédit, on avait fait des études de se dire mais est-ce que les gens vont vraiment faire ça? Est-ce que ça va vraiment marcher? Et les études étaient souvent moins disantes que la réalité, ce qui est assez rigolo. Et en fait, parfois, on peut même observer que selon l'âge, les personnes plus âgées ont parfois même tendance à donner plus leurs identifiants bancaires que les plus jeunes. Ce qu'on a pu observer en Espagne, en effet, les dernières statistiques que j'avais, c'était 65% des gens passaient par l'open banking sur les parcours de crédit. Et pourquoi ils passaient par l'open banking pour les parcours de crédit? D'une part, parce qu'ils étaient rassurés, d'autre part, parce qu'ils voyaient la valeur. Ce qui est critique pour l'adoption de l'open banking dans un parcours, c'est la démonstration de la valeur que l'open banking peut leur apporter. Et lorsque les deux parcours sont mis l'un à côté de l'autre, avec d'un côté, vous devez uploader X documents, nous reviendrons vers vous avec une pré-adoption, une pré-acceptation dans X jours, puis nous vous permettrons d'avoir le crédit dans X semaines. Et qu'à l'inverse, vous avez en 5 minutes, vous aurez votre taux, ce sera accepté, ce sera terminé, potentiellement même les fonds sont versés dans la foulée. Les gens sont capables d'avoir accès au crédit de façon quasiment instantanée. D'abord, ça peut sauver la situation financière de certaines personnes, et d'autre part, ça promet une valeur qui est quasiment illimitable. En France, on a pu voir qu'avec certains clients, sans mise en avant de l'open banking, on dépassait les 55% de taux d'adoption du parcours open banking dès le démarrage. Et donc, en fait, on se rend compte que quand les gens voient la valeur, quand les gens sont rassurés vis-à-vis de l'acteur qui est en face, au final, ils se laissent guider et ils font confiance au système. Merci beaucoup. Ok, je ne sais pas s'il y a des autres questions. Pour que il y en a. Non, il n'y a plus de questions. Ok, très bien. Donc, merci beaucoup à tous. On est déjà dans les temps. Merci beaucoup à tous. Un grand merci à tous, Fabien, Alexis, Laurent. Un grand merci aussi, Orphea. Merci beaucoup pour tes conseils, pour ton aide lors de ces webinaires. Donc, merci beaucoup à tous. Merci à tous ceux qui ont participé aussi. Je vous dis à la prochaine fois et je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup à tous. À bientôt. Merci à tous. Au revoir. Merci, à bientôt. Merci. Merci. Au revoir.